New York, fin du XIXe siècle. Une époque où les rues étaient imprégnées de fumée, de paris clandestins et du murmure constant d'un système corrompu qui alimentait aussi bien les politiciens que les criminels. Pour le grand public, Arnold Rothstein n'est guère plus qu'une ombre dans les livres d'histoire du crime. Un nom qui apparaît de temps à autre, associé à des figures comme Meyer Lansky ou Lucky Luciano, qui le désignaient comme leur mentor et financier. Mais ce n'est que la surface. En creusant davantage, on découvre la silhouette d'un homme dont l'ambition ne connaissait aucune limite. Rothstein n'a pas seulement contribué à faire émerger toute une génération de gangsters pendant la Prohibition, il est également accusé d'avoir manipulé le résultat du tournoi de baseball le plus important des États-Unis, les World Series. Et ce n'est qu'un début. Derrière son costume impeccable et son air sophistiqué se cachait un cerveau hors pair, doté de connexions politiques, d'une influence sur la police et d'un empire de trafic de drogue qui posa les bases du crime organisé moderne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Joueur, propriétaire de casino, trafiquant, prêteur, Rothstein poussa chacune de ses activités à l'extrême, créant de nouvelles façons de gagner de l'argent sur la ligne fragile entre légalité et chaos. Tous les gangsters dont nous avons parlé auparavant partageaient une origine commune, fils d'immigrants pauvres, élevés dans des quartiers où la misère était le quotidien. Pour eux, le crime fut un raccourci vers le rêve américain. Mais Arnold Rothstein était différent. Né en 1882 au sein d'une famille juive aisée, ses parents, Abraham et Esther Rothstein, avaient déjà surmonté les difficultés de l'immigration. Son grand-père était arrivé aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, et son père était un homme d'affaires prospère. Pour Arnold, la pauvreté appartenait au passé. Ce qu'il hérita en revanche, ce fut une éducation orthodoxe stricte et une famille nombreuse, 5 frères sous le même toit. Pourtant, dès son plus jeune âge, Rothstein allait démontrer que ses ambitions dépassaient largement les traditions familiales. Bien qu'Abraham Rothstein ait réussi à bâtir une carrière prospère et à offrir à sa famille une vie confortable, son succès eut un prix. L'attention portée à ses enfants était rare. Pour le jeune Arnold, ce manque d'affection devint une blessure ouverte. Il grandit convaincu que son frère aîné était le favori, l'héritier de tout ce que la vie pouvait offrir de meilleur, tandis que lui se contentait des restes. Ce ressentiment d'enfance, loin de s'éteindre, nourrit un ego démesuré et une rébellion bientôt impossible à contenir. Lorsque son frère aîné décida d'étudier pour devenir rabbin afin de plaire à son père, Arnold choisit délibérément le chemin opposé. Il renia les valeurs juives et commença à se proclamer avant tout américain. Cette rupture avec les traditions familiales n'était pas un hasard. C'était un acte de défi soigneusement calculé. Malgré une intelligence brillante, Arnold développa un profond rejet de l'école religieuse. Une seule matière parvenait à retenir son attention, les mathématiques. Il y trouvait l'ordre et la logique qu'il appliquerait plus tard dans les affaires et dans les paris. Dans les autres disciplines, sa seule motivation était de tromper les professeurs, imaginant des moyens ingénieux de ne rien apprendre. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il abandonne complètement l'éducation formelle. À ce stade, il avait déjà trouvé une passion dévorante, les jeux d'argent. Ce monde clandestin lui offrait un mélange enivrant de 2 choses qu'il adorait, le défi intellectuel et l'occasion de défier une fois de plus son père. Dans la culture juive, le jeu était strictement interdit, mais dans le New York de la fin du XIXe siècle, les règles étaient tout autres. La ville était un véritable foyer de vices. Bordels, fumeries d'opium et maisons de paris proliféraient à chaque coin de rue, protégées par la complicité de policiers et de politiciens corrompus. La Grosse Pomme était devenue une nouvelle Sodome et Gomorrhe, un lieu où la décadence morale n'était pas seulement tolérée, mais célébrée. Dans cet environnement chaotique, un jeune Arnold Rothstein commençait à se faire une place. Ce qui, pour d'autres, n'était qu'un simple passe-temps, deviendrait pour lui la première marche vers un empire criminel qui transformerait l'histoire du milieu aux États-Unis. Dans ce New York agité, où la corruption n'était pas une ombre mais la norme, les fonctionnaires ne se contentaient pas de couvrir des crimes. Beaucoup étaient eux-mêmes propriétaires de bordels et de maisons de jeu. Gagner de l'argent par le pot de vin, la coercition ou la fraude ne constituaient pas un scandale,
C'était simplement la manière dont le système fonctionnait. Dans un tel monde, même un adolescent comme Arnold Rothstein pouvait se frayer un chemin. Bien qu'il n'ait pas l'âge légal pour entrer dans les maisons de Paris, il trouvait toujours un moyen de participer. Avec l'assurance de celui qui se sentait déjà adulte, il s'approchait des bookmakers, les suppliant d'accepter son argent. Lorsqu'il parvenait à convaincre quelqu'un de placer son pari à sa place, il attendait avec impatience à l'extérieur que la course se termine. Mais il y avait un piège cruel. Si son cheval perdait, le bookmaker apparaissait aussitôt pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. S'il gagnait, l'homme disparaissait tout simplement. Après avoir été trompé à plusieurs reprises, Rothstein apprit à ses dépens comment fonctionnait réellement le monde des paris. Celui qui pariait était condamné à perdre, et celui qui contrôlait les paris gagnait toujours. Cependant, comprendre les règles du jeu et les appliquer étaient deux choses différentes. Arnold continua à parier, confiant dans sa mémoire prodigieuse et sa capacité à analyser les statistiques. Peu à peu, il cessa de fréquenter les maisons de paris et se tourna vers des jeux plus accessibles, dés et cartes, avec ses camarades de quartier. Ses habitudes, combinées à son manque d'intérêt pour les études, n'échappèrent pas à son père. Lassé de ses échecs scolaires répétés, Abraham Rothstein prit une décision radicale. Il retira Arnold de l'école à 16 ans et l'envoya travailler comme vendeur dans l'entreprise familiale, espérant que la discipline du commerce lui inculquerait le sens des responsabilités. Mais le plan échoua lamentablement. En 1899, lors d'un voyage d'affaires à Chicago, le jeune Rothstein perdit aux cartes toute la marchandise et l'argent que son père lui avait confié. Humilié et sans un sou, il retourna à New York. Il vendit quelques effets personnels, loua une modeste chambre d'hôtel et évita à tout prix de croiser Abraham. Cet épisode marqua un tournant. Déçu, son père décida de lui tourner le dos. D'une certaine manière, Arnold Rothstein avait été exclu de sa propre famille. Mais pour lui, loin d'être une punition, ce fut une libération. Pour la première fois, il était maître absolu de son destin et du risque que cela impliquait. Même si, des années plus tard, Arnold renouerait le contact avec sa famille, il ne redeviendrait jamais un membre à part entière du clan Rothstein. Aux yeux de son père, il était marqué. Mais le jeune Arnold s'en souciait peu. Pour lui, cette rupture fut une libération définitive. Sans les contraintes du foyer paternel, il pouvait enfin se consacrer à ce qu'il désirait le plus, jouer et gagner. Il obtint son premier emploi stable comme vendeur de cigares, mais ce n'était qu'un moyen d'atteindre une fin. Chaque minute libre était consacrée à perfectionner ses compétences dans les jeux d'argent. Cartes, dés, billard. Rien n'était hors de sa portée, s'il pouvait le transformer en profit. Pendant quelques années, Arnold parcourut presque toutes les maisons de jeux de New York, non pas comme un simple parieur, mais comme un élève attentif étudiant le terrain. Il apprit quels établissements étaient des pièges mortels pour les naïfs et lesquels méritaient son attention. Il identifia les joueurs dangereux et les escrocs élégants. Mais le plus précieux qu'il acquit fut un réseau de contacts, des dizaines de connaissances qui, peu à peu, lui ouvriraient les portes d'un niveau de jeu réservé à une élite. Grâce à ces connexions, Rothstein commença à recevoir des invitations à des parties arrangées, où le résultat était décidé à l'avance. Il jouait en sachant parfaitement qui allait perdre, et il acceptait sans hésiter. Cette stratégie correspondait à sa nouvelle philosophie. Réduire les risques au maximum. Il ne s'agissait plus seulement de parier, il s'agissait de s'assurer que la balance penche toujours en sa faveur. La relation la plus déterminante qu'il noua à cette époque fut avec un homme qui dominait à la fois la politique et le milieu criminel new-yorkais. Tim Sullivan, chef de facto de Tammany Hall. Sullivan était une figure de pouvoir absolu, propriétaire de plusieurs maisons de jeux et présent dans chaque recoin de la ville. Rothstein et Sullivan se rencontrèrent dans une salle de billard prestigieuse, un lieu où les conversations sur la politique et les affaires coulaient aussi librement que le whisky de contrebande. Entre deux parties, Arnold impressionna Sullivan par sa maîtrise des probabilités et sa vision des affaires dans le monde du jeu. Le politicien chevronné ne tarda pas à reconnaître le potentiel du jeune Rothstein. Impressionné par son intelligence froide et sa capacité à analyser les risques, il lui proposa un poste de gérant dans l'un de ses établissements. C'était le premier véritable échelon sur l'échelle du pouvoir,
et Arnold l'accepta avec le même calme que lorsqu'il lançait les dés sur une table clandestine. Le poste de gérant n'apporta pas seulement à Arnold Rothstein des revenus bien supérieurs à ceux qu'il aurait jamais gagnés en vendant des cigares. Il lui offrit aussi quelque chose d'infiniment plus précieux, une vision privilégiée du fonctionnement interne du monde du jeu. Il comprenait désormais le jeu des deux côtés de la table. Il savait comment pensait le parieur, mais aussi comment opérait le propriétaire qui, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par gagner. Fort de cette expérience et entouré d'amis influents, Rothstein décida de franchir une étape audacieuse, ouvrir ses propres maisons de jeu. Ses premières affaires étaient loin du glamour qui le caractériserait plus tard. Il s'agissait de petits établissements improvisés, un entrepôt vide transformé en salle de dés, un modeste appartement où il organisait des parties de cartes pour quelques privilégiés. Mais même dans ces lieux discrets, Rothstein imposait sa marque, ordre, discipline et contrôle absolu de chaque détail. En plus d'être propriétaire, il devint prêteur. Lorsque les joueurs se retrouvaient sans argent, Arnold leur accordait des prêts à des taux d'intérêt exorbitants. Et pour s'assurer que chaque centime lui soit remboursé, il conclut une alliance stratégique avec Monk Eastman, l'un des gangsters les plus redoutés de l'époque. Si un débiteur tentait de fuir, les hommes d'Eastman se chargeaient de lui rappeler ses obligations de gré ou de force. Rothstein, toujours pragmatique, n'hésitait pas à partager une partie de ses profits en échange de protection. Cependant, aussi calculateur qu'il fût, Rothstein ne pouvait échapper à sa nature. Au fond, il restait un joueur. Et ce mélange de brillance stratégique et d'ego démesuré le poussait parfois à se lancer dans des aventures risquées qui menaçaient de détruire tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. En 1908, cette facette impulsive de son caractère le conduisit à un épisode qui marquerait la prochaine étape de sa vie. À cette époque, Arnold s'était introduit dans les cercles d'un groupe informel d'intellectuels et d'hommes d'affaires new-yorkais. Et c'est là que sa réputation de joueur imbattable allait être mise à l'épreuve. De façon inattendue, dans ces cercles intellectuels qu'il fréquentait, Arnold Rothstein acquit rapidement la réputation d'un homme arrogant, froid et égoïste. Certains membres du groupe, irrités par son attitude, décidèrent de lui donner une leçon. L'un d'eux invita un joueur de billard renommé de New York et, lors de la réunion suivante, commença à dénigrer publiquement les compétences de Rothstein, tout en vantant celles de son ami. Pour un homme comme Arnold, c'était un affront insupportable. Son ego ne lui permit pas de l'ignorer. Avec un sourire forcé, il lança un défi au prétendu maître du billard. Le lendemain, les deux hommes se retrouvèrent dans une salle exclusive de la ville et commencèrent un affrontement qui passerait à l'histoire. 32 heures de jeu ininterrompues, avec un prix de $500 en espèces. Ajusté à la valeur actuelle, cela représentait une véritable fortune. Au cours de ce marathon épuisant, Rothstein oscilla entre calcul froid et élan irrationnel. Et bien qu'il en soit finalement sorti victorieux, empochant l'équivalent actuel de $50 000, l'épisode révéla quelque chose d'inquiétant. Aussi méticuleux fut-il, Arnold restait vulnérable à ses émotions. Sa vie, dès lors et jusqu'à la fin, serait une lutte constante entre la raison et l'ego. Lorsque la rationalité l'emportait, Rothstein était inarrêtable. Ses prêts, investissements et opérations lui assuraient un réseau de revenus si vaste qu'il se retrouvait rarement en faillite. Pourtant, lorsque le joueur impulsif prenait le dessus, il pouvait se retrouver avec à peine quelques dollars en poche, non pas par manque de ressources, mais parce que son argent était toujours en circulation. Prêté, misé, investi dans les affaires de ses connaissances. En 1910, Arnold avait déjà accumulé suffisamment $12 000 pour ouvrir un véritable établissement de jeu en bonne et due forme. Le moment était venu de franchir une nouvelle étape. Mais un problème subsistait. Le jeu était désormais illégal à New York, et pour prospérer, il lui fallait une protection politique. Une fois de plus, Tim Sullivan devint son atout décisif. Le vétéran de Tammany Hall accepta de lui offrir sa protection et son influence, mais à une condition. Rothstein devait accepter comme associé Sullivan lui-même, ainsi que Willie Sheehy, un homme de confiance du politicien. Arnold n'hésita pas. Avec les $12 000 qu'il avait réunis et les 24 000 supplémentaires apportés par ses nouveaux partenaires, il loua une somptueuse demeure de 3 étages.
Au rez-de-chaussée, il installa un bar élégant. Au premier étage, un casino. Et au second, sa propre résidence. Rothstein avait laissé derrière lui les entrepôts improvisés et les appartements discrets. Désormais, il évoluait dans une sphère où argent, pouvoir et illégalité étaient étroitement liés. L'accord avec Tim Sullivan était simple. Arnold Rothstein gérait l'opération, tandis que Sullivan et Willie Sheehy percevaient un pourcentage des bénéfices. Pour Rothstein, c'était un arrangement idéal. La maison de jeu prospérait, les revenus affluaient et sa réputation d'homme d'affaires infaillible grandissait de jour en jour. Mais pour Sheehy, la situation était différente. Méfiant par nature, il commença à se persuader que Rothstein gardait pour lui la majeure partie des profits. La paranoïa, mêlée à la cupidité, le poussa à commettre une erreur fatale. Lorsque la maison de Paris subit sa première grande perte, $40 000 en une seule mise, Sheehy y vit l'occasion de régler ses comptes à sa manière. Il encaissa le chèque du perdant et, au lieu de remettre à Rothstein la part qui lui revenait, conserva l'intégralité de la somme. Ce qui suivit fut une démonstration magistrale du pragmatisme de Rothstein. Il ne recourut ni à la violence, ni à ses contacts criminels pour récupérer l'argent. Il se tourna plutôt vers Sullivan avec une proposition. Sheehy pouvait garder l'argent, mais devait céder sa part dans le casino. Sullivan, voyant la logique de la proposition, donna son accord. Rothstein attendit alors le moment opportun. Une nuit, il trouva Sheehy ivre dans un bar et lui présenta un contrat. « Tu peux garder l'argent, signe simplement ici pour Sullivan. » Sans lire une seule ligne, Sheehy apposa sa signature. En un seul mouvement, Rothstein doubla ses gains et élimina un associé encombrant. Ce fut un coup froid, calculé et d'une efficacité remarquable. Cet épisode ne consolida pas seulement son contrôle sur le casino. Il marqua le début d'une nouvelle phase de sa vie. Au cours de la décennie suivante, le nom d'Arnold Rothstein résonnerait partout où l'argent circulait. Ses opérations, souvent aussi sophistiquées qu'audacieuses, deviendraient légendaires dans le monde criminel, admirées pour leur audace autant que pour leur efficacité implacable. Après le départ de Willie Sheehy, et avec un contrôle total sur l'affaire, Arnold Rothstein ne perdit pas de temps pour transformer son établissement. En quelques mois, sa modeste maison devint un casino de haut standing. Il redécora chaque pièce avec un goût raffiné, remplaçant le mobilier simple par des fauteuils luxueux, des lustres en cristal et des tapis persans. L'endroit était désormais conçu pour séduire l'élite new-yorkaise, un lieu où les riches ne se sentaient pas seulement à l'aise, mais irrésistiblement attirés. Mais Rothstein ne laissait rien au hasard. Pour garantir un flux constant de joueurs fortunés, il engagea des dizaines de membres de la haute société. Leur mission était simple, parler du casino dans les cercles exclusifs, le recommander comme la prochaine grande expérience. Pour chaque client venu grâce à ses recommandations et ayant perdu de l'argent, l'intermédiaire recevait 10% des pertes. Hommes charismatiques et femmes éblouissantes devinrent les ambassadeurs de Rothstein, conduisant les riches vers son salon de jeu comme des moutons à l'abattoir. Un verre servi avec soin, une conversation au moment opportun et une ambiance soigneusement orchestrée faisaient le reste. Ce qui était autrefois considéré comme un gain exceptionnel, comme ces $40 000 que Sheehy avait détournés, était désormais devenu routinier. Aux tables de Rothstein, il n'était pas rare de voir des clients perdre $100 000 ou $200 000 en une seule nuit. Le casino n'était pas seulement rentable, il s'était transformé en une véritable machine à générer de l'argent. Cependant, alors que Rothstein savourait un succès éclatant, une menace commençait à prendre forme dans l'ombre, capable de tout détruire. À cette époque, l'industrie du jeu à New York fonctionnait grâce au parrainage de Tammany Hall, la puissante organisation politique du Parti démocrate. Ce groupe contrôlait la police et se chargeait, en dernière instance, de collecter les pots de vin qui garantissaient la protection des activités illégales. Jusqu'en 1910, le système était si efficace qu'il générait l'équivalent actuel de $40 millions par an en dessous de table. Il semblait inébranlable, un mécanisme parfaitement huilé de corruption et de pouvoir. Mais comme toute structure fondée sur l'argent facile et la loyauté achetée, ce n'était qu'une question de temps avant que des fissures n'apparaissent, et lorsque cela arriverait, l'empire de Rothstein se retrouverait au cœur de la tempête.
Comme c'est souvent le cas dans les systèmes bâtis sur la corruption et les fidélités achetées, la stabilité n'était qu'une illusion. Il fallut seulement quelques années et un homme doté d'une ambition excessive pour tout mettre en péril. Son nom, Charles Baker. Baker incarnait le prototype du policier corrompu de l'époque, brutal, implacable et persuadé de son impunité. Son ascension fut fulgurante parce qu'il possédait toutes les qualités que Tammany Hall appréciait chez ses collecteurs. Il savait exercer des pressions, intimider et faire en sorte que les propriétaires de bordels, de maisons de Paris et de fumeries d'opium versent religieusement leur tribut aux protecteurs de l'ombre. Chaque fois qu'un scandale menaçait de l'écarter, la machine politique de Tammany Hall et les chefs de la police intervenaient pour l'excuser et le remettre en fonction. Ce sentiment d'invulnérabilité le transforma. Baker devint plus cupide, ses méthodes plus audacieuses et plus violentes. Pour lui, que tous les commerces illégaux de New York opèrent sous son contrôle personnel n'était pas une ambition. C'était une exigence non négociable. La situation s'aggrava lorsque Tim Sullivan, affaibli par la maladie, commença à se retirer de la vie publique. Avec Sullivan hors jeu, Baker se sentit libre d'attaquer même ceux qui avaient jusque-là été intouchables. Sa cible la plus visible fut Vinci Rosenthal, propriétaire d'une maison de jeux prospère. Baker le frappa, fit irruption dans son établissement et tenta de l'intimider par tous les moyens pour qu'il paie le tribut. Mais Rosenthal refusa de céder. Dans un acte de courage ou peut-être de désespoir, il décida de porter le combat sur la place publique. Il contacta le directeur d'un journal local et dénonça ouvertement la corruption policière. Jusqu'alors, les anciennes connexions de Rosenthal avec Tammany Hall et son amitié avec Tim Sullivan l'avaient protégé. Mais avec Sullivan écarté, l'avertissement fut clair. « Tais-toi et rends-toi ». Rosenthal, défiant, ignora le conseil. Sans le savoir, il venait de déclencher la colère d'un homme sans limite. Charles Baker décida de régler son problème avec Rosenthal de la manière la plus brutale possible. Il engagea 4 gangsters et leur donna un ordre direct, l'éliminer. Le plan ne fut pas seulement impitoyable, il fut aussi maladroitement exécuté. Les tueurs attendirent que Rosenthal sorte d'un restaurant et le criblèrent de balles en pleine rue, devant une foule de témoins, parmi lesquels plusieurs policiers. Baker, confiant dans sa capacité à faire taire quiconque, ne sembla pas inquiet. Mais il commit une erreur qui scella son destin. La veille, Rosenthal avait parlé au procureur Charles Whitman, un républicain déterminé à s'opposer au pouvoir de Tammany Hall. Il lui avait confié exactement ce qu'il révélerait ensuite à la presse. L'effet fut immédiat. L'enquête progressa à une vitesse inhabituelle. Et avant qu'il ne puisse réagir, Baker se retrouva sur le banc des accusés, poursuivi comme commanditaire du meurtre. Le procès ébranla les fondations du système. La corruption policière, jusque-là un secret de polichinelle, fut exposée au grand jour. Bien que l'implication directe de Tammany Hall ne puisse être légalement prouvée, le message était clair. Les politiciens ne pouvaient plus protéger les affaires illégales avec la même impunité qu'auparavant. Le système qui avait fonctionné pendant des décennies comme une machine bien huilée commença à s'effondrer. Les brigades des mœurs, qui fermaient autrefois les yeux, commencèrent à agir. Les maisons de jeu cessèrent d'opérer au grand jour. L'ère du jeu protégé touchait à sa fin. Mais là où certains perdaient, d'autres savaient saisir les opportunités. Tandis que le chaos s'emparait du monde criminel, Arnold Rothstein fit ce qu'il savait faire de mieux, s'adapter et avancer. Si l'ancien modèle s'effondrait, il fallait de nouvelles règles. Tammany Hall, affaibli et exposé, ne pouvait plus se permettre des liens aussi évidents avec le crime organisé. Il leur fallait un intermédiaire, quelqu'un avec un pied dans chaque monde. Et Rothstein, avec ses contacts politiques et sa crédibilité auprès des gangsters, était le candidat idéal. Si les politiciens avaient besoin d'un homme pour faire le sale travail sans laisser de traces, ils appelaient Arnold. Et si les criminels devaient résoudre des problèmes juridiques sans finir en prison, eux aussi appelaient Arnold. Il était devenu bien plus qu'un joueur ou un prêteur. Il était désormais le pont invisible entre la loi et le crime. La position d'Arnold Rothstein comme médiateur entre le monde criminel et les autorités ne tarda pas à lui conférer une autorité incontestable. Son influence grandit des 2 côtés de la loi et il sut en tirer pleinement profit. Lorsqu'un de ses amis se fit voler sa voiture,
Un simple appel de Rothstein suffit pour que, en moins d'une heure, le véhicule réapparaisse intact, accompagné d'une lettre d'excuse adressée à la petite amie du propriétaire pour les désagréments causés. À une autre occasion, lorsque la police fit irruption dans un appartement où se déroulait une partie de cartes, Rothstein, surpris et irrité, sortit une arme et tira, blessant l'un des agents. Le résultat fut stupéfiant. Il fut immédiatement libéré. La police présenta ses excuses pour avoir interrompu la partie et, lors du procès suivant, un officier fut condamné pour faux témoignage, tandis que Rothstein fut totalement acquitté. Malgré ces épisodes, Arnold était assez avisé pour ne pas abuser de son immunité. Il savait que sa position, aussi privilégiée fût-elle, n'était pas infaillible. Il commença donc à repenser son modèle d'affaires pour s'adapter à un New York de plus en plus hostile aux jeux clandestins. La solution fut d'une simplicité remarquable, le « jeu flottant ». Au lieu de risquer d'opérer dans un lieu fixe et d'attirer l'attention des voisins ou de la police, les parties étaient organisées dans des chambres d'hôtel louées à l'avance. Chaque nuit, un endroit différent. Ce système lui permit de maintenir l'activité sans attirer trop de regards. Cependant, les jeux flottants ne constituaient pas sa principale source de revenus. Son véritable empire se consolidait dans les banlieues, loin de la surveillance des autorités municipales. C'est là qu'il ouvrit son premier casino de luxe, le Holy Arms, à Long Beach, Long Island. L'établissement était bien plus qu'un simple casino. Il comprenait un hôtel élégant, entouré de jardins soigneusement entretenus et traversé par un ruisseau qui renforçait l'impression d'exclusivité. Rothstein engagea les meilleurs croupiers de New York, ainsi qu'un chef réputé de la grosse pomme, veillant à offrir à chaque client un service irréprochable. Le Holy Arms devint rapidement un club privé pour l'élite, un refuge où riches entrepreneurs et personnalités influentes pouvaient perdre des milliers de dollars dans un cadre raffiné et discret. Ici, le jeu n'était pas perçu comme un vice, mais comme un luxe, et Rothstein comme le maître de cérémonie idéal. Le succès du Holy Arms ne fut que le début. Arnold Rothstein inaugura bientôt un second établissement encore plus spectaculaire, The Creek, dans la station balnéaire de Saratoga Springs. Ce casino surpassait son prédécesseur en luxe et en sophistication. Les salons brillaient sous les lustres en cristal, les tables étaient entourées de tapis persans, et le service était si impeccable que même les plus fortunés s'y sentaient choyés. Ici, les pertes ne se comptaient plus en milliers, mais en dizaines voire en centaines de milliers de dollars. Pour l'élite new-yorkaise, The Creek n'était pas seulement un casino, c'était un symbole de statut, un lieu où l'on pouvait perdre une fortune sans sourciller. En à peine quelques années, ces entreprises firent de Rothstein un millionnaire. Pour la première fois de sa vie, il pouvait se consacrer sans inquiétude à sa grande passion, les courses hippiques. Pendant un temps, il paria même sur son propre hippodrome, le Havre de Grâce, dont il était copropriétaire avec un groupe restreint d'hommes d'affaires. Mais dans l'univers d'Arnold Rothstein, rien n'était aussi propre qu'il n'y paraissait. Ses particularités dans les paris commencèrent à inquiéter ses associés, et, à juste titre. Il n'était pas rare que, quelques minutes avant une course, le jockey d'un cheval favori soit remplacé de manière inattendue. Les bookmakers, incapables d'anticiper ce changement, se retrouvaient désavantagés, et Rothstein en sortait gagnant. Un cas emblématique se produisit en 1917, lors d'une course à Laurel. Les deux favoris étaient Hourless et Omar Khayyam. Lors de la course précédente, Khayyam l'avait emporté grâce à la mauvaise performance du jockey d'Hourless. Cette fois, à seulement 5 minutes du départ, Rothstein parvint à faire remplacer le cavalier. Le résultat, Hourless gagna, et Arnold empocha une somme colossale, bien que la fraude n'ait jamais pu être prouvée. L'ampleur de sa mise sur un cheval que les experts considéraient comme perdant suggérait que Rothstein disposait d'informations privilégiées ou de quelque chose de pire. Dans des compétitions de moindre envergure, où la vigilance était plus relâchée, ses méthodes étaient encore plus audacieuses. Il n'hésitait pas à soudoyer des jockeys pour qu'ils retiennent leurs chevaux au moment opportun. Il payait également des garçons d'écurie pour qu'ils insèrent de petites éponges dans les narines des animaux, gênant leur respiration et assurant ainsi leur défaite. Pour Rothstein, chaque stratagème n'était qu'une extension de sa philosophie, réduire le risque au minimum et garantir que la banque sa banque ne perde jamais. Dans le monde des courses hippiques,
Les petits arrangements et les pots de vin étaient monnaie courante. De nombreux parieurs malhonnêtes y avaient recours pour faire pencher la balance en leur faveur. Mais ce qu'Arnold Rothstein réalisa en 1920 et un dépassa tout. Une fraude si élaborée que personne n'osa jamais la reproduire. Cela se produisit à l'hippodrome d'Aqueduct. À cette époque, Rothstein possédait déjà sa propre écurie, et parmi ses chevaux se trouvait Sidereal, un animal presque inconnu. Il avait couru à peu de reprises, mais à l'entraînement, ses performances étaient exceptionnelles. Rothstein y vit l'occasion idéale pour un coup magistral. D'abord, il inscrivit Sidereal dans une course où les statistiques de ses adversaires étaient nettement inférieures. Ensuite, il veilla à maintenir le cheval hors de l'hippodrome jusqu'à 5 minutes avant le départ. Ce mouvement sema une confusion totale parmi les bookmakers. Non seulement ils ignoraient la qualité réelle du cheval, mais jusqu'au dernier instant, ils ne savaient même pas s'il prendrait part à la course. Les cotes attribuées à Sidereal étaient de 1 contre 50. À l'époque, les maisons de paris n'acceptaient que des mises verbales, et ce jour-là, plus de 20 000 personnes remplissaient l'hippodrome. Profitant du chaos, Rothstein paria 120 000 $ par l'intermédiaire d'un réseau d'agents. La manœuvre ne suscita aucun soupçon. Lorsque Sidereal franchit la ligne d'arrivée en première position, Rothstein encaissa 850 000 $, soit environ 10 millions en valeur actuelle. Ce fut une opération chirurgicale, impeccable, qui laissa concurrents et bookmakers stupéfaits. Cependant, même pour un stratège comme Rothstein, toutes les mises ne pouvaient être contrôlées. La chance, capricieuse, jouait parfois contre lui, et à plusieurs reprises il perdit des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en une seule journée. Pour réduire les risques dans les courses dont il ne pouvait manipuler l'issue, Rothstein imagina un système novateur. Il engagea une équipe d'analystes professionnels chargés d'étudier chaque détail: humidité, vitesse et direction du vent, état de la piste, tempérament des chevaux. Il plaçait les paris selon des calculs complexes et recevait un pourcentage des bénéfices. Mais le plus fascinant n'était pas la méthode, c'était la façon dont Rothstein en était venu à l'adopter. Un matin, aux premières heures de l'aube, Arnold Rothstein se réveilla assoiffé et se dirigea vers la cuisine pour chercher un verre d'eau. Ce qu'il y trouva n'avait rien de rafraîchissant. Un homme armé, fouillant dans ses placards à la recherche d'argent liquide. Rothstein, qui connaissait bien les hommes désespérés, ne réagit pas avec peur. L'intrus n'était pas un voleur professionnel, et cela n'échappa pas à Arnold. Face à lui se tenait Will Davis, un professeur venu de Californie, arrivé à New York avec 1 000 $ et un système de paris qui, selon lui, devait le rendre riche. Mais la réalité avait été cruelle avec Davis. Après avoir tout perdu, il s'était résigné à passer ses journées dans un bar, jusqu'à ce qu'il entende des rumeurs sur un propriétaire de casino vivant sans garde du corps et gardant d'importantes sommes d'argent chez lui. C'est ainsi qu'était né son plan désespéré: acheter un pistolet et tenter sa chance avec Rothstein. Arnold, toujours analytique, ne se contenta pas de désamorcer la situation. Il transforma un braquage en opportunité d'affaires. Tandis qu'il cherchait l'argent pour apaiser l'intrus, il lui fit une proposition. « Tu peux repartir avec les 1 000 $ que tu réclames, ou me prouver que ton fameux système vaut vraiment ce que tu dis. Si c'est le cas, je te paierai 100 fois plus, ainsi qu'un pourcentage des bénéfices. » Davis, voyant peu, être là une issue plus honorable, accepta. Et ainsi, de la manière la plus inattendue, Rothstein intégra à ses opérations une méthode analytique novatrice pour les paris hippiques. Le professeur démontra que son approche scientifique fonctionnait, et bientôt Rothstein engrangeait de petites fortunes grâce à des stratégies que personne d'autre n'avait envisagées. Mais l'hippodrome n'était pas son seul terrain de jeu. Arnold pariait sur presque tout, sauf sur le football, qu'il jugeait trop imprévisible. On lui attribue notamment l'arrangement d'un combat historique de boxe entre Jack Dempsey et Jim Tunney, qui lui aurait rapporté un demi-million de dollars. Cependant, rien ne se compare au scandale qui l'immortalisa: le supposé trucage des World Series de baseball de 1919 entre les Cincinnati Reds et les Chicago White Sox. Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, l'ampleur de la fraude serait comparable aujourd'hui à truquer une finale de Ligue des Champions, une Coupe Stanley ou les finales de la NBA. Et derrière cette manœuvre, selon beaucoup, se trouvait l'esprit calculateur d'Arnold Rothstein. À la mi, un 9,
Les Chicago White Sox étaient les favoris pour remporter les World Series. Mais dans le vestiaire, une rébellion silencieuse prenait forme. Lassés des bas salaires et de l'avarice de leur propriétaire, Charles Comiskey, plusieurs joueurs commencèrent à conspirer. Ils perdraient volontairement les matchs en échange d'une généreuse récompense. En septembre, l'idée prit forme concrète dans un hôtel de Boston. Les conspirateurs y rencontrèrent Joe Sullivan, un bookmaker qui, après avoir entendu la proposition, accepta de leur verser 80 000 $, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à plus d'1 million. Mais Sullivan, malgré son enthousiasme, ne disposait pas d'un tel capital. Il avait besoin d'un associé doté d'argent et de nerfs solides. Il pensa rapidement à Arnold Rothstein. Sullivan se rendit à New York et présenta le plan. 8 matchs, les White Sox laisseraient filer la victoire, et tous deux pourraient miser des sommes considérables contre les favoris. Rothstein, avec le calme qui le caractérisait, écouta chaque détail et répondit d'un simple signe de tête. The Big Bankroll venait d'entrer dans le plus grand scandale de l'histoire du baseball. Ce que Sullivan ignorait, c'est que Rothstein était déjà dans le viseur d'autres intéressés. Quelques jours auparavant, les mêmes joueurs avaient proposé l'accord à 2 petits parieurs et anciens joueurs de baseball, Bill Burns et Bill Maharg. N'ayant pas le capital nécessaire pour financer la conspiration, ils décidèrent de chercher des investisseurs et frappèrent eux aussi à la porte de Rothstein. Arnold, qui avait déjà engagé de l'argent avec Sullivan, accepta d'écouter les 2 novices. La réunion eut lieu dans un restaurant bondé de Manhattan. Là, avec l'élégance froide d'un banquier et l'instinct d'un prédateur, Rothstein les laissa exposer leur plan tout en évaluant chaque mot, chaque geste et chaque risque. Rothstein était un maître de la mise en scène lorsque la situation l'exigeait. Dans le restaurant plein à craquer, et sous les regards attentifs, il monta un véritable spectacle. Il cria qu'il ne s'impliquerait jamais dans une affaire aussi sordide que le trucage des World Series. C'était un calcul précis. En rejetant publiquement la proposition de Burns et Maharg, il protégeait sa réputation. Si le plan était découvert, il pourrait affirmer qu'il avait refusé toute participation. Mais une fois la scène terminée, Rothstein agit en silence. Il envoya l'un de ses hommes de confiance, Abe Attell, avec 1 000 $ destinés aux joueurs. L'explication était simple et, comme toujours, pragmatique. Rothstein avait fait confiance à Sullivan, mais il comprit que le bookmaker ne verserait pas la totalité de la somme promise, en une seule fois. Cela risquait de pousser les White Sox à se sentir trompés et à refuser d'honorer leur part de l'accord. En offrant une seconde source de paiement, Rothstein s'assurait que la cupidité l'emporte sur la méfiance. Le système fut donc établi ainsi. Sullivan promettait 10 000 $ aux joueurs après chaque match perdu, le reste devant être versé après la défaite finale. Attell, agissant au nom de Rothstein, garantissait 2 000 $ supplémentaires pour chaque match livré. Au début, tout semblait se dérouler comme prévu. Les White Sox perdirent les 2 premiers matchs de la série, respectant leur part du marché. Mais après ces défaites, ils ne reçurent que 20 000 $ sur les 100 000 promis. Furieux, les joueurs exigèrent de Burns et Maharg le reste de l'argent. Ceux-ci supplièrent Attell de débloquer les fonds, mais il refusa. Pendant ce temps, Sullivan manquait lui aussi à ses promesses de paiement. Se sentant trahis, les White Sox changèrent de stratégie. Sans avertissement, ils remportèrent le 3e match de la série, provoquant le chaos parmi ceux qui avaient misé de grosses sommes contre eux. Burns et Maharg, effrayés et ruinés, disparurent sans laisser de traces, laissant Sullivan seul dans une situation dangereuse. La série étant dans un équilibre fragile, Sullivan réagit. Il parvint à reprendre contact avec les joueurs et leur versa 20 000 $ supplémentaires, promettant une fois encore que le reste arriverait à temps. Mais sa parole ne valait plus rien. Après le 3e match, il disparut de nouveau. Les tensions atteignirent un point critique. Les joueurs, soumis aux menaces de gangsters qui visaient désormais leur famille, finirent par céder. Ils perdirent le 8e et décisif match, offrant la série aux Cincinnati Reds. Pendant ce temps, à Boston, Sullivan avait misé des sommes énormes contre les White Sox. Et à New York, Arnold Rothstein, toujours en retrait, observait comment le chaos qu'il avait contribué à déclencher lui rapportait des millions, sans que personne ne puisse lier directement son nom au scandale. Arnold Rothstein avait joué ses cartes avec maîtrise. Par l'intermédiaire de ses agents,
Il paria plus de 400 000 $ contre les White Sox. À Cincinnati, Abattel, son homme de confiance, multiplia les mises, convaincu que les Sox perdraient chaque rencontre. Ces manœuvres ne passèrent pas inaperçues. Journalistes et bookmakers commencèrent à murmurer à propos de la corruption des World Series. Les rumeurs se transformèrent bientôt en clameurs publiques. La justice ouvrit des enquêtes et plusieurs noms circulèrent, dont celui de Rothstein, mais Arnold, comme toujours, avait pris ses précautions. Ses relations politiques et son habitude d'agir par intermédiaire le tenaient à l'écart de l'épicentre du scandale. Oui, il fut cité dans l'affaire et même convoqué au tribunal, mais il en sortit indemne. Personne ne put prouver sa participation directe. Selon les estimations les plus prudentes, l'opération lui rapporta au moins $1 million, une somme astronomique pour l'époque. Le plus remarquable est que Rothstein n'eut pas à se salir les mains. Sullivan, Burns et Mahark avaient accompli tout le travail compromettant. Arnold n'avait plus qu'à encaisser les bénéfices. Et ce ne fut pas un cas isolé. Dès le milieu des années 1910, Rothstein incarnait pleinement son surnom « The Big Bankroll ». Chaque mois, des dizaines de personnes le sollicitaient, désespérées d'obtenir de l'argent. Certains avaient besoin de financer des escroqueries, d'autres misaient sur des événements sportifs. Il y en avait même qui demandaient des prêts pour payer l'assassinat d'un conjoint infidèle. Rothstein posait peu de questions. Il prêtait à tous, toujours contre des intérêts élevés. Pour lui, l'usure était une extension naturelle du jeu, une autre forme de pari. Il investissait du capital et récoltait les profits sous forme de remboursement ou de nouvelles opportunités d'affaires. Son avocat le décrivait comme un homme aussi obsédé par l'usure que par les paris. Il passait des heures dans son café favori, écoutant ceux qui venaient lui exposer leurs besoins, proposant des solutions rapides en échange d'engagements fermes. Parfois, ses clients ne pouvaient pas rembourser. Dans ces cas-là, Rothstein se montrait pragmatique. À plusieurs producteurs de Broadway dont les spectacles avaient échoué, il proposa un arrangement inhabituel. Il annulait la dette à condition qu'ils souscrivent une assurance vie et lui cèdent la police. En pratique, leur vie devenait une garantie au profit de The Big Bankroll. Avec chaque entreprise en difficulté et chaque dette impayée, Arnold Rothstein étendait son empire. Ceux qui ne pouvaient pas rembourser à temps avaient peu d'options. Partager avec lui une part de leurs activités légales ou illégales, ou risquer d'affronter des conséquences bien plus sombres. En définitive, leur vie dépendait de The Big Bankroll, qui n'hésitait pas à rappeler à ses débiteurs qu'une police d'assurance vie pouvait devenir un placement dangereux entre ses mains. Ainsi, Rothstein construisit un conglomérat discret d'entreprises dans l'ombre. En une décennie seulement, ses opérations lui rapportèrent une fortune estimée à des dizaines de millions de dollars. Mais le plus marquant ou le plus inquiétant restait encore à venir. Lorsque la prohibition entra en vigueur en 1920, le paysage criminel de New York changea à jamais. Les maisons de Paris et les bordels, autrefois tolérés, furent réprimés. Les drogues furent reléguées dans la clandestinité. Et avec l'interdiction de l'alcool, la ville, déjà comparable à une Sodome et Gomorrhée moderne, devint un champ de bataille pour un nouveau type d'entrepreneur, le contrebandier armé. La plupart de ces aspirants magnates manquaient du capital nécessaire pour bâtir des réseaux de contrebande à grande échelle. Mais ils savaient vers qui se tourner. La réputation de Rothstein comme homme d'argent, sans préjugés, fit de lui la banque clandestine la plus convoitée du milieu criminel. Pendant les années de la Prohibition, Rothstein ne se contenta pas de financer des opérations de contrebande. Il façonna toute une génération de gangsters. Sous sa tutelle, et grâce à son soutien financier, émergèrent des noms qui s'inscriraient durablement dans l'histoire du crime. Meyer Lansky, Lucky Luciano, Frank Costello, Dutch Schultz, Jacob Shapiro, Louis, Lepke Buchalter, Jack Legs, Diamond, Waxy Gordon et Maxi Grimberg, entre autres. The Big Bankroll ne transportait pas de caisse de whisky et ne brandissait pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Son arme, c'était le capital. Et grâce à lui, il tissa le réseau qui donnerait naissance aux futures mafias américaines. Le roi était mort, vive les rois. Bien qu'Arnold Rothstein ait financé des dizaines de contrebandiers pendant la Prohibition, il agissait le plus souvent comme un partenaire extérieur. Il prêtait l'argent, percevait les intérêts et restait à l'écart des opérations quotidiennes. Avec certains, cependant, la relation fut plus étroite.
Waxy Gordon et Maxi Greenberg vinrent le voir pour obtenir des fonds afin de lancer leur propre réseau de distribution d'alcool. Flairant une occasion exceptionnelle, Rothstein ne se contenta pas de leur prêter de l'argent. Il conclut avec eux un accord d'association. Au début, il supervisa personnellement leurs activités de contrebande, contrôlant chaque cargaison, chaque pot de vin et chaque canal de distribution. Mais il comprit rapidement que le commerce d'alcool illégal était semé d'embûches. Vols entre bandes rivales, fusillades en pleine rue, pots de vin constants à la police, aux douanes et aux gardes-côtes. Chaque jour apportait une nouvelle variable susceptible de faire échouer l'ensemble de l'opération. Rothstein, fidèle à son pragmatisme, décida de prendre du recul. Il confia la gestion opérationnelle à ses associés et se contenta de percevoir un pourcentage des profits sans s'exposer aux dangers de première ligne. Il adopta la même stratégie avec Jack Legs Diamond. Diamond débuta comme garde du corps personnel de Rothstein, escorta ensuite des convois d'alcool et finalement, grâce au financement d'Arnold, devint contrebandier à son compte. Rothstein n'avait pas besoin d'apparaître dans les journaux. Il préférait rester dans l'ombre, récoltant les bénéfices sans prendre de risques inutiles. Mais pour un homme toujours soucieux d'optimiser ses profits et de limiter les dangers, la contrebande d'alcool n'était jamais idéale. Il trouva dans les drogues une opportunité bien plus attrayante. Une seule valise d'héroïne pouvait rapporter autant qu'une douzaine de navires chargés de whisky. Et contrairement au commerce de l'alcool, la concurrence dans le trafic de drogue était réduite. Rothstein mit en place un réseau d'importation que, des décennies plus tard, la DEA qualifierait de « plus vaste réseau de trafic de drogue de l'histoire précoce des États-Unis ». L'opération était parfaitement organisée. Arnold achetait de l'héroïne en Europe et en Chine par l'intermédiaire de contacts en France, en Allemagne et en Asie du Sud-Est. De là, la marchandise était acheminée vers New York par divers moyens discrets, navires marchands, bagages diplomatiques, voire dissimulés dans des cargaisons légales. Rothstein avait trouvé une activité où chaque risque était mesuré et chaque bénéfice immense. En Europe, deux hommes agissaient sous ses ordres, Don Collins et Harry Mother. Depuis la Chine, Sidney Steyer, Jacob Katzenberg et George Nair géraient l'achat de l'héroïne, ensuite expédiée discrètement à New York. Là, Rothstein distribuait la marchandise à d'autres gangsters, qui la revendaient en petite quantité à une clientèle de plus en plus dépendante. Mais le trafic de drogue n'était qu'un pilier parmi d'autres de son empire. Dès le début, Rothstein joua également un rôle clé dans l'infiltration du crime organisé au sein des syndicats. Si employeurs et ouvriers faisaient déjà appel à des bandes de rue pour intimider lors des grèves, c'est le financement de Rothstein qui consolida la présence mafieuse dans le secteur textile. Tout commença en 1924, lorsque des dirigeants communistes s'adressèrent à The Big Bankroll pour obtenir un prêt destiné à renforcer leur parti. Arnold leur prêta $800 000 à un taux d'intérêt annuel de 25%. En outre, il leur fournit une protection policière lors des manifestations et envoya ses propres hommes pour empêcher que les grèves ne soient réprimées. Ces hommes de main, discrètement intégrés au Parti communiste et aux syndicats, ne répondaient qu'à Rothstein. Par leur intermédiaire, il détournait des fonds syndicaux à son profit, mettant en place un système de corruption si élaboré qu'il servirait encore, des années plus tard, de modèle au crime organisé. Au début, Jack Legs Diamond et Jacob Organ dirigèrent les opérations. À la fin des années 1920, ils seraient remplacés par Louis Buchalter et Jacob Shapiro, qui consolidèrent le contrôle des syndicats du textile après la mort de Rothstein. Pour Arnold, les années 1920 furent un âge d'or. Prohibition, drogue, corruption syndicale, tout semblait s'enchaîner avec la précision d'une partie de cartes parfaitement maîtrisée. Mais à partir de 1928, les cartes commencèrent à se retourner contre lui. Cette année-là, Rothstein perdit près d'$1 million dans des investissements immobiliers désastreux. Peu après, il enregistra des pertes de plusieurs millions avec une fréquence inquiétante. Meyer Lansky, témoin de cette période, dira plus tard que Rothstein paraissait obsédé, comme si une fièvre du jeu avait envahi son esprit et l'empêchait de s'arrêter. Le maître du calcul froid commençait à perdre le contrôle. Pour un homme qui avait incarné pendant des années la froide rationalité, Arnold Rothstein adopta en 1928
un comportement troublant. Les émotions semblaient avoir pris le dessus sur le stratège. Ses proches remarquèrent des changements subtils mais inquiétants, tics nerveux, réactions impulsives et une pointe de paranoïa inhabituelle chez The Big Bankroll. Certains allèrent jusqu'à suggérer que ses habitudes ressemblaient dangereusement à celles d'un toxicomane. Son épouse le remarqua également. Rothstein ne s'entourait plus de politiciens et de magnates comme auparavant. Son cercle était désormais composé de gangsters tels que Jack, Legs, Diamond et Meyer Lansky, des hommes qu'il avait autrefois considérés comme de simples instruments de ses affaires. Ce changement d'entourage, pour ceux qui connaissaient le milieu criminel, annonçait une seule chose, de graves ennuis. Et bien que personne ne s'en doutât alors, le déclencheur de sa chute ne serait ni un règlement de compte, ni une opération ratée, mais quelque chose de bien plus banal, une partie de cartes. Début septembre 1928, Rothstein accepta une invitation de George McManus pour une partie privée. Autour de la table se trouvaient des personnages de tous horizons. Le joueur professionnel Alvin Titanic, Thompson, les petits mafieux Sam Boston et Mayor, ainsi que deux habitués du circuit, Martin Bob et Nathan, Nate, Redmond. Dès le début, la chance sembla l'abandonner. Main après main, il ne remporta aucun pot significatif. À mesure que les pertes s'accumulaient, son irritation grandissait. Il misait toujours plus, cherchant à récupérer ce qu'il avait perdu. Finalement, convaincu de tenir une main gagnante, il porta la mise à une somme colossale, 320 000 $, et il perdit à nouveau. Ce fut l'élément déclencheur. Rothstein explosa. Il se leva de la table, accusa les autres de tricherie et la voix chargée de colère déclara qu'il ne paierait pas un centime de sa dette. Dans son esprit, il avait été trompé, et il ne comptait pas récompenser ceux qui l'avaient trahi. George McManus, en tant qu'organisateur de la partie, se sentit personnellement responsable du recouvrement de la dette. Rothstein commença à recevoir des dizaines d'appels quotidiens exigeant le paiement. McManus alla même jusqu'à le rencontrer en personne pour tenter de le convaincre de régler la somme. Mais Arnold, déterminé, refusa encore et encore. L'homme qui avait dirigé le monde criminel avec habileté pendant des années jouait désormais avec le feu sans sembler comprendre que ses adversaires n'étaient plus des bookmakers ou des politiciens corrompus, mais des hommes armés n'ayant plus rien à perdre. Le 5 novembre 1928, George McManus appela de nouveau Arnold Rothstein. Il l'invita dans sa chambre d'hôtel pour, une fois de plus, tenter de régler le différend des 320 000 $. Pour Rothstein, habitué à ces rencontres sous pression, rien ne laissait présager un danger. Il monta donc tranquillement dans la chambre en fin d'après-midi. Moins d'une heure plus tard, il redescendit en titubant, une balle dans l'abdomen. Un portier le découvrit dans le hall et alerta immédiatement la police ainsi qu'une ambulance. Lorsque les agents arrivèrent, Rothstein était conscient mais resta silencieux. Il ne mentionna ni l'identité de son agresseur, ni les circonstances de l'attaque. À l'hôpital, il conserva la même attitude. C'était étrange. Arnold n'avait jamais hésité à dénoncer des crimes commis contre lui par le passé et ne s'était jamais conformé au prétendu « code du silence du milieu ». Mais à mesure que les événements se déroulaient, la raison de son silence devenait plus compréhensible. L'enquête policière découvrit d'abord un pistolet sous les fenêtres de l'hôtel, identifié comme l'arme du tir. Dans la chambre de McManus, on trouva un manteau portant les initiales de l'hôte. Tout semblait désigner McManus comme le responsable. Cependant, les irrégularités s'accumulèrent rapidement. Les empreintes digitales sur l'arme disparurent mystérieusement. Aucune trace de sang ne fut retrouvée entre la chambre et le hall, malgré la gravité de la blessure de Rothstein. Et plus troublant encore, personne ne semblait rechercher sérieusement McManus, le principal suspect. Il régnait un sentiment évident que quelqu'un manipulait l'enquête. McManus, comme on le découvrirait plus tard, n'était pas un simple joueur. À l'instar de Rothstein, il servait d'intermédiaire entre le crime et les autorités, avec des contacts influents au sein de Tammany Hall. Ces mêmes liens qui avaient si souvent protégé Arnold de la justice protégeaient désormais son présumé assassin. C'est peu, être pour cela que Rothstein se tue. Témoigner contre un homme bénéficiant des mêmes protecteurs politiques que lui n'aurait servi à rien. Et peu, être, au fond de lui, comprenait-il qu'il s'était approché trop près des flammes et que le moment était venu d'en payer le prix. Des années plus tard,
En analysant les témoignages, les preuves recueillies et les omissions policières, les enquêteurs reconstituèrent les derniers instants d'Arnold Rothstein. Le matin du 5 novembre, George McManus s'était enregistré à l'hôtel après une violente dispute avec son épouse. Plus tard, il reçut la visite de 2 amis avec lesquels il passa la journée à boire. Dans la soirée, sous l'effet de l'alcool, il décida d'appeler Rothstein pour discuter de la dette en suspens. Arnold monta dans la chambre vers 23 heures. La conversation, tendue dès le départ, dégénéra jusqu'à ce que l'un des hommes McManus ou peut être l'un de ses compagnons perde le contrôle et tire. La balle atteignit Rothstein à l'abdomen. Pris de panique, les amis de McManus jetèrent l'arme par la fenêtre et quittèrent les lieux. Dans la confusion, McManus enfila un manteau qui n'était pas le sien, celui de Rothstein, qui ressemblait au sien. Quelques minutes plus tard, Arnold apparut dans le hall, titubant, une main pressée contre sa blessure. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, où il lutta pour sa vie pendant 24 heures. Le 6 novembre 1928, des suites de ses blessures internes, Arnold Rothstein mourut à l'âge de 46 ans. Ses funérailles, au cimetière de Queens, réunirent plus de 600 personnes, politiciens, hommes d'affaires, mafieux et ennemis. Sa mort, aussi soudaine qu'entourée de mystères, provoqua le chaos parmi ceux qui dépendaient de lui. Des registres et des documents disparurent mystérieusement, et ses associés les plus habiles se hâtèrent de se partager sa fortune. The Big Bankroll était tombé. Mais son héritage, un empire bâti sur le jeu, la drogue, la corruption syndicale et le financement du crime organisé perdurerait pendant des décennies. Rothstein ne fut pas seulement un joueur, un prêteur ou un contrebandier. Il fut le premier véritable investisseur du monde criminel, un architecte invisible de la mafia américaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire consacrée à Arnold Rothstein, l'homme qui a appris aux gangsters à penser comme des entrepreneurs. Si ce voyage au cœur du crime organisé vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.